une table ronde avec trois acteurs importants des écoles d'art. Donc, je laisserai Louis Paris présenter en détail ces acteurs. Il s'agit de Catherine Salvia, Alain Louvier et Mathilde Ferrer. Et donc, Louis Paris, qui a travaillé sur ce projet depuis maintenant plusieurs mois, qui connaît très bien cette histoire plus récente, comme ça, donc il n'est pas une histoire du début du XXe siècle, mais bien une histoire de la fin du XXe siècle des écoles d'art, va donc introduire et présenter nos invités pour cette table ronde. Je laisse donc Louis opérer et animer cette table ronde. Oui, merci Christophe. Alors j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va conclure ces journées sur l'histoire de la pédagogie de la création artistique avec trois invités. Madame Salvia, Catherine Salvia, qui représente ici le Conservatoire d'art dramatique en tant qu'ancien élève durant les années 68. Elle est sortie du conservatoire en 1969 et je pense à de nombreuses choses à nous dire sur cette période et sur la pédagogie. Monsieur Louvier, lui aussi élève au conservatoire de musique, cette fois-ci, de Paris, ancien élève en 1968, prix de Rome en 1968 et ensuite une carrière de compositeur, de directeur d'école et notamment dans les années 80, il a organisé le déménagement en tant que directeur du conservatoire de musique jusqu'à la Villette. 90, pardon. Et enfin, Madame Ferrer, elle qui est arrivée en fait en tant qu'enseignante à l'École nationale des beaux-arts de Paris au mi-temps des années 70 et qui là-bas y a animé le centre de documentation, autrement dit une médiathèque, et pour fournir aux élèves euh, de la documentation sur les arts hors de France et notamment sur les arts d'un point de vue féministe. Donc l'enjeu de cette table ronde en fait est de répondre à la question euh, que nous avons commencé à aborder hier. Moi de mon côté sur les archives, j'ai consulté toute une série d'archives aux archives nationales sur cette période-là. Et l'un des enseignements majeurs de ce que j'ai pu découvrir, c'est que ces archives sont bien silencieuses sur tout ce qui traite du quotidien des élèves, de leur pédagogie, des enseignements qu'ils reçoivent. C'est pourquoi, en fait, en conclusion, nous nous sommes dit il faut en fait redonner la parole aux premiers témoins, aux premiers acteurs, que ce soit des enseignants ou des élèves. Donc ici, nous avons à la fois les deux versants, euh, en tant qu'élève pour certains et en tant qu'enseignant aussi pour d'autres. Donc ça sera l'occasion, en fait, je leur laisserai la parole, donc de nous raconter leur expérience pédagogique, que ce soit avant les événements de mai 68 ou après, les évolutions qu'ils ont pu sentir, les réformes qui ont pu se mettre en place avant même 68 avec des petits changements. On voit à partir des années 60 et que mai 68 a pu être un catalyseur ou même prolonger ces réformes plus loin. Donc voilà, je vais je vais les laisser d'abord se présenter, je pense à tour de rôle pendant quelques instants et ensuite commencer la discussion en nous racontant leurs expériences. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Mathilde ou Monsieur Louvier, je ne sais pas. Monsieur Louvier. Voilà, moi j'avais préparé trois quarts d'heure d'exposé, mais on m'a dit c'est une table ronde. Bon, alors je ne peux pas parler de mes 68 en 10 minutes. Je vais simplement me présenter à l'envers. Je suis retraité, c'est normal puisque je suis né en 1945. Je suis donc un baby boomer, n'est-ce pas? Mais j'ai dirigé le conservatoire de Boulogne, qui est un conservatoire de région, de 2009 à 2013. Après l'avoir dirigé de 1972 à 1986. C'est un cas assez rare. Entre les deux, j'étais au Conservatoire de Paris, comme directeur entre 86 et 91. J'étais un des premiers à avoir un mandat limité dans le temps. Vous savez, avant, on mourait comme les papes. D'ailleurs, je n'étais que le 13e directeur du Conservatoire de Paris depuis 1795. C'est impressionnant. Et ensuite, je suis resté, après la fin de ce mandat, en 91, dans le nouveau bâtiment que j'ai déménagé, puisque j'ai cette réputation d'être un directeur déménageur,
Donc je suis resté 18 ans professeur d'analyse, succédant ainsi à mon maître Messiaen. Et puis je suis revenu finir à Boulogne, parce qu'on avait besoin de moi. Avant, j'ai été pendant 11 ans étudiant dans 9 classes du conservatoire, à une époque où on faisait le cursus à la carte. Il n'y avait pas de cursus, puisque chacun faisait ce qu'il voulait. Il fallait passer 9 concours d'entrée, simplement, bien sûr. Et ça va de l'écriture, de la composition, à l'analyse chez Messiaen, à la direction d'orchestre, etc. Et puis, avant, en 1956, j'avais déjà été rue de Madrid, dans ces collèges de jésuites bien connus, n'est-ce pas, où Fauré avait déménagé le conservatoire en 1911. Et j'avais 11 ans, j'avais fait du solfège avec du solfège spécialisé pour les enfants doués, vous savez, comme ça n'existe plus aujourd'hui. Alors, il y avait à l'époque, au conservatoire, une très très grande proportion d'élèves mineurs. Il faut quand même le savoir. La majorité, certes, était à 21 ans. Elle était d'ailleurs encore en 68. Mais il y avait beaucoup de petits solfégistes de 12 ans, de petits pianistes de 14 ans. Le cursus, il n'y en avait pas. C'était 1 à 4 ans la classe de piano. Vous aviez ainsi des anciens élèves du conservatoire qui avaient 13 ans. Voilà. Alors évidemment, ça c'est ma première vision du conservatoire après ma ville de Boulogne, Billancourt, du petit garçon qui va voir cette maison. Cette maison n'a pas changé en apparence ou très peu jusqu'en 1990, où on l'a déménagé. Ça, c'est évidemment une autre affaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire pédagogique, j'en parlerai après si vous me laissez 5 minutes pour voir l'essentiel de ce que je peux dire sur 68 et les conséquences surtout de 68 au niveau de l'enseignement au conservatoire de musique et de danse, puisque c'est le CNSMSP, et je m'arrête là si vous voulez. Je voulais simplement qu'on voit quel était l'ordre de mes casquettes. Voilà. Je vais raconter simplement une petite biographie. Ah oui, d'accord. Une petite biographie. Je suis aussi retraitée puisque je suis née en 1937. Donc, il y a longtemps que j'étais enseignant, mais j'ai été à l'école à un moment donné que je crois c'était assez important pour l'évolution des changements. Quand je suis rentrée, j'ai fait des études de sociologie chez moi pour contenter mes parents, mais je faisais aussi des études d'art à côté. Donc mon rêve, c'était naturellement de rentrer à l'école des beaux-arts de Paris. C'était mon souhait le plus grand. À l'époque, c'était l'époque existentialiste. Pour moi, c'était la Révolution française, tous les grands artistes, etc. Donc pour moi, c'était venir à Paris à l'école. J'ai passé les concours d'admission, je l'ai eu, et alors là, je suis tombée des nuages. C'était poussiéreuse, rétrograde, professeur comme étudiant. Ma première, en attendant pour l'inscription, j'ai demandé à un étudiant, est-ce que tu as fait ça? Et il me dit, pourquoi vous me tutoyez si vous ne me connaissez pas? Waouh! Alors là, j'ai tombé du ciel. La suivante, c'était l'enseignement qui était vraiment très réac. Vraiment, pour moi, que je venais d'Espagne, de San Sébastien, une petite ville de Provence, mais quand même, dans la tête, ça fonctionnait. Et moi, je trouvais qu'il avait peut-être beaucoup de pratiques à l'école de Beaux-Arts de Paris, mais il n'avait pas de tête. Vraiment, sincèrement. Donc, je restais 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et à l'époque, c'était la route, les voyages, les CIPI, etc. Donc, je suis partie faire les tours d'Europe en autostop, beaucoup plus enrichissante. Après, je suis revenue à Paris à vivre parce que finalement, j'adorais Paris, j'aimais beaucoup la France, les sens critiques, l'histoire, etc. Donc, je suis revenue à Paris et mai 68 est arrivé. Moi, je n'ai pas participé activement. J'avais beaucoup d'amis, naturellement, artistes, intellectuels qui participaient, mais à cette époque-là, j'avais un petit enfant et je n'étais pas à Paris. Donc, je l'ai vécu à travers, intensement, mais uniquement de loin. Après, on m'a proposé, avec des amis qui travaillaient à l'école de Beaux-Arts, etc., si je pouvais imaginer un cours ou quelque chose
pour les étudiants. Moi, je faisais la pratique artistique, enfin, entre guillemets, parce que surtout, je faisais pour gagner ma vie. Donc, c'était peinture des murales, n'importe quoi. Donc, ma pratique artistique était vraiment, je la faisais, mais un peu réduite. Donc, j'ai préparé à l'époque, c'était vraiment les moments des performances, des body art, etc. Et l'école ignorait complètement tout ça. Donc, j'avais préparé un projet, un programme, en invitant des performeurs, des gens qui faisaient l'actualité à l'extérieur de l'école, chose qui a été acceptée. Donc, que ça s'est passé très bien, les élèves y ont participé pleinement, malgré l'espèce de paralysie mentale qui existait, mais ils ont quand même beaucoup participé. Et à partir de là, on m'a proposé de faire un projet. Et j'ai fait un projet des salles d'actualité. La bibliothèque de l'école, c'est une énorme... Enfin, non, j'y vais trop loin. Non, je raconte mon histoire. Bon, la question, c'est que comme ça que je rentre à l'école. Voilà, je m'arrête là et après, on reviendra à la suite. Alors, études au lycée Molière. Après le bac, que faire? J'étais très timide et je faisais plein de choses. Piano, violon à l'école normale de musique, chant, danse, plein de choses, mais dans tous les sens. Comme j'aime beaucoup l'histoire et la littérature, tout ça, je me suis présentée pour être bibliothécaire à la Cato et j'ai raté l'examen. Donc, que faire? Bon, ben, licence d'espagnol, très bien, pourquoi pas après. Et puis, comme j'étais très timide, j'ai pris des cours de théâtre avec Raymond Girard, mais surtout pas avec les autres, surtout des cours particuliers, parce que pas être avec les autres, mais me dire, écoute, je présente au conservatoire, t'as qu'à te présenter, tu seras refusé, mais ça fait rien, ça te fera une expérience avec les autres, les autres, et j'ai passé l'examen. À ce moment-là, je crois qu'il y avait 500, on se présentait 500. Et j'ai été reçue la 250e. Et donc, c'était ric-rac, mais j'étais reçue. Le deuxième tour, il y avait 3 tours. Le deuxième tour, hop, et le troisième tour, reçu à l'unanimité. Et donc, je suis rentrée en septembre 66. Et donc, 66, 67, 67, 68. Et donc, en deuxième année, enfin, j'ai passé 3 ans au conservatoire, merveilleux. Vraiment, j'ai adoré l'amitié, les copains. On avait des cours de tout, on avait des cours d'histoire du théâtre, de mise en scène, on avait des cours d'équitation, d'escrime, de danse, de genre, on avait plein de choses. Et à la fin de l'année, on faisait ce qu'on appelait des exercices d'élèves. Maintenant, c'est les journées de juin et tout ça. Et puis, il y avait le concours, il y a le grand concours à la fin de chaque année. Mais alors, donc, en 68, j'étais en seconde année. Et alors peut-être on continuera après, peut-être, je sais pas. Voilà, donc, alors, passionnant, le deuxième épisode, ce sera mai 68 au conservatoire. Merci beaucoup pour ce premier tour de présentation. À qui redonne la parole? Monsieur Louvier, on garde le même ordre? Je peux essayer en peu de minutes de vous dire comment j'ai vécu les événements de 68, puisque j'étais en plein milieu de mes études au CNSM de Paris, rue de Madrid, comme chacun sait à cette époque. J'avais déjà fait 6 classes, dont celle de composition, celle d'analyse d'Olivier Messiaen, qui était, comment dire, qu'est-ce qu'on savait du Conservatoire de Paris à l'étranger, dans le monde entier? On savait qu'on y travaillait bien certains instruments, il y avait des écoles très connues, très respectées dans le monde entier. Bon, c'était peut-être un peu conservateur au niveau de l'esthétique compositionnelle, au niveau de l'enseignement du chant, des choses comme ça. Mais il y avait Messiaen, et quelques autres. Mais il y avait notamment Olivier Messiaen, on venait du monde entier pour lui. Alors lui, il faisait quoi? Il faisait tout ce que ne faisaient pas les autres. Il parlait du grégorien, il parlait de la musique de la Renaissance, il parlait de l'accentuation chez Mozart, dont personne ne parlait, et il ouvrait des ponts entre toutes les musiques, ce qu'on fait couramment aujourd'hui, parce qu'il a fait école.
Alors donc, après ces classes-là, qui pour moi n'étaient pas vécues comme conservatrices du tout, mais comme classiques, plus ou moins, j'étais en 68 en direction d'orchestre avec Manuel Rosenthal, qui était tout sauf un conservateur, et il l'a prouvé en 68, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, ancien élève de l'école des Chartes, qui est Norbert Dufourc, en histoire de la musique, qui a quand même laissé un nom, et puis en classe de clavecin un peu par caprice. Voilà. Arrivent les événements 68, seulement je n'étais pas à Paris. J'étais à Fontainebleau en train de passer le concours de Rome, où on était enfermé pendant 5 semaines à composer une cantate. Voilà, ça n'avait pas changé depuis Berlioz et Debussy, qui s'en étaient amèrement plaints. Moi, je trouvais ça plutôt marrant, et j'étais en train de faire une cantate sur Hamlet, quelque chose d'effrayant, dans la traduction du père de Messiaen, qui était professeur d'anglais. Et puis, on vient nous trouver, les camarades restés à Paris, parce que j'étais président de l'association corporative des étudiants, qui n'était, enfin, c'était pas péjoratif, mais on s'occupait des tickets de cantine, de faire des concerts, déjà des concerts d'étudiants, il n'y en avait pas. Ah, il fallait faire du comité des bourses, enfin bon, c'est vraiment socio-culturel, mais on passait là à tour de rôle et quelques 100 à 50 élèves qui étaient plus âgés que les autres, plus ou moins, et qui faisaient les classes supérieures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu me dire, il n'y a plus de corpo, le conservatoire a été attaqué par Occident, groupe d'extrême droite, on a cassé des vitres, enfin bon, il y a eu un blessé, enfin bon, on est venu me dire, de toute façon, tu n'es plus rien du tout. Et on attendait que les 6 candidats du concours de Rome de 68 laissent leur travail comme ça et rentrent à Paris, ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on n'était absolument pas, malgré la télé, on ne se rendait pas compte du tout. C'était complètement inattendu, surtout sur la rive droite. Bon. Ben oui. Alors, donc, je suis rentré. Là, j'ai eu 3 jours pour faire la différence entre un maoïste, un cégétiste, un Maus Pontex. Hein. Il a fallu vraiment que je fasse jouer toutes mes qualités de naturaliste, parce que je suis naturaliste. Et donc, au bout d'un certain temps, ben, j'ai compris que le conservatoire avait été finalement envahi par des gens qui n'étaient pas du conservatoire, qui étaient de l'université, voire même des gens qui marchaient pour leur propre compte. Hein. Il y en avait aussi. Bon. Des intrus, je les appellerais. Mais il y avait une majorité de professeurs qui étaient restés sur place pour essayer de travailler. C'était la réunionite permanente. Alors on faisait le monde. Voilà. Mais au point de l'éducation, disons, de l'enseignement supérieur de la musique et de la danse, il y avait beaucoup à dire. Il y avait beaucoup de réformes nécessaires. Donc, quelles étaient ces réformes? Là, je crois qu'on va laisser les anecdotes et parler vraiment du fond des choses. Elles étaient d'abord pédagogiques. Le conservatoire de musique n'était pas assez ouvert à la musique d'aujourd'hui. C'était vraiment une époque de création énorme, les années 60. Et alors, vous aviez le combat entre les sériels, les tonneaux, enfin bon, tout ce que je peux imaginer qu'on a oublié aujourd'hui. Le Conservatoire de Paris était totalement absent sur la scène internationale. Il n'y avait pas d'échanges internationaux quasiment. Même si le directeur qui avait été nommé juste avant, Raymond Gallouin-Montbrun, qui est resté 22 ans, mais il a fait des choses très bien au début. Il a créé le cycle de perfectionnement et l'orchestre. Puis, il a essayé de faire construire un nouveau conservatoire, il s'est cassé la figure. Il y avait eu un projet à la Défense. Alors, on avait besoin de s'ouvrir, on avait aussi besoin, ça c'est une chose que je signale parce que c'est très spécifique, tout le monde a dit, aussi bien les professeurs et formateurs que les étudiants assez âgés qui étaient déjà plus ou moins enseignants eux-mêmes, enfin bon, il faut bien dire ça, eh bien, il faut que tous les musiciens sachent analyser la musique, la connaître, oui, qui se cultive. On avait trop d'ouvriers spécialisés du trombone ou de la clarinette. C'était la tradition quand même d'origine du conservatoire, créé pour fournir les musiques militaires, au temps de la Révolution. Donc, on a fait beaucoup de concerts en 68, pendant 1 mois et demi, on a fait jouer Berlioz, Steve Reich, etc., des choses qu'on n'avait pas idée, hein, et qu'on ne faisait jamais, ou Edgar Varèse, ou Xenakis, que sais-je. Et ces mélanges de cultures des étudiants qui s'en occupaient ont été certainement une des choses les plus enrichissantes pour tout le monde. Alors, des demandes pratiques, il y avait énormément de demandes pratiques. Le conservatoire était un collège des jésuites totalement bidonvillesque. C'est-à-dire, c'était le Moyen-Âge. On voit dans Entrée des artistes, hein, on voit Jouvet en train de faire un cours dans la salle du second étage, où était d'ailleurs Messiaen avec des grands... C'est très beau, il y a un grand espace.
Seulement, il faut savoir que là, il y avait un professeur de solfège qui faisait travailler un petit exercice de solfège parlé en 7 clés dans cet espace. Pendant ce temps-là, Madame Crespin, professeure de chant, elle s'égosillait dans un machin avec des, pas comme ici, mais moins plus bas encore, dans une annexe rue d'Édimbourg. C'était effrayant, la répartition des professeurs. Et surtout, on manquait de salles. La salle de répétition dite salle Berlioz, il ne fallait pas y jouer du Berlioz. Ça, surtout pas, c'était en carton. La salle d'orgue, l'orgue était innommable. La salle de danse, c'était un cyclotron où on faisait les réunions parce qu'on n'avait pas d'autre endroit pour les faire. Enfin, tout était comme ça. Je ne parle pas de l'état du musée, de la bibliothèque, qui d'ailleurs ne faisait pas partie du conservatoire puisqu'elle avait été récupérée par la BN en 1935. Donc, beaucoup d'équipements manquants. Il ne fallait pas demander au Conservatoire de Paris d'être, d'être efficient en matière d'art lyrique. On ne pouvait pas monter un opéra, on n'avait pas de salle. En matière d'orchestre, on avait juste un orchestre, mais qui, bon, voilà, on n'avait pas de régie. Enfin, on n'avait rien du tout de ce qui fait une, disons, une institution, même de région aujourd'hui, si vous voulez. Alors, circonstance aggravante, en 68, il faut dire que Malraux a choisi de prendre la salle des conservatoires, où les 2 conservatoires fonctionnaient, seulement pour les gens du théâtre. Et que pendant 21 ans, jusqu'en 1990, le Conservatoire de Paris, le CNSMDP, n'a pas eu de salle. Ce qui est quand même, pour une institution de ce rang, incroyable. Donc on a été exilé à la Maison de la Radio, à Gaveau, à Pleyel, etc. Je ne vous dis pas ce que ça a coûté. Il y avait des revendications qui étaient liées aux locaux, c'est bien évident, et qui étaient pratiques. Et une des plus terribles était l'absence de studio d'études. Donc vous aviez des gens qui jouaient des instruments très bruyants et qui ne pouvaient pas travailler dans leur studio où ils étaient, les gens qui venaient d'ailleurs, hein, souvent de toutes les régions de France. Et puis, on avait des revendications plus classiques et certainement pas uniques au conservatoire sur les bourses. Voilà. Donc toutes ces revendications-là, qui étaient, je dirais, assez normales, ont éclipsé pour tout le monde les grands débats sur est-ce qu'il faut que le conservatoire soit une université, voilà, est-ce que le mot conservatoire, etc. Vous savez, toutes ces vieilles lunes qui ne veulent absolument rien dire en fait. Tout dépend de ce qu'on fait. Alors, il s'est trouvé qu'en rentrant, on a été beaucoup à dire bon, c'est pas tout ça, on va faire des élections. On a fait des élections à bulletin secret, on est arrivé à ça. Évidemment, à ce moment-là, les gens connus dont j'étais sont repassés. On a fait un groupe qui a essayé de mettre de l'ordre dans les revendications. Et par chance, il se trouvait que je connaissais très bien Marcel Landowski, qui était à l'époque au ministère de la Culture, et qui était mon voisin à Boulogne-Billancourt, où il a toujours habité. Et donc, j'ai fait le négociateur secret entre Landowski et les étudiants, et les professeurs et le conservatoire, parce que, circonstance aussi particulière, le directeur de l'époque s'était retranché chez lui, ne voulant pas être insulté. C'était compliqué. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un certain nombre de ces revendications ont été acceptées par Landowski. Par exemple, on a fait des studios d'études. Je ne vous dis pas à quoi ça ressemblait. C'est une boîte de sardines au-dessus du bâtiment de Forêt. C'était horrible. Mais pendant 20 ans, on a pu travailler dans des studios. Ça a quand même été ça. Par contre, la salle, il n'a pas pu la faire parce qu'il fallait faire un nouveau conservatoire pour ça. Et ça, il a fallu attendre le projet de Mitterrand et le projet de la Cité de la musique. Alors, en fait, en quoi ça a consisté ensuite de mettre en œuvre tout ça? Ah oui, j'oublie, en dehors des réformes pédagogiques nécessaires, dont celle évidemment de former un cursus qui était évidente. Bon, évidente pour tout le monde, il n'y avait pas de cursus. Il n'y avait que des classes, vous savez, l'esprit de classe, toutes séparées les unes des autres. Et il y avait un grand problème sur le recrutement des enseignants. Robert Abirachet, tout à l'heure, a employé le mot de mandarina. On l'a employé à l'époque, pas trop. En fait, on critiquait la cooptation. La cooptation, alors pourquoi? Parce que, bon, il y avait toujours des amitiés, des groupes de pression, etc. Ce qui fait que ce n'est pas ceux qu'attendaient les étudiants qui étaient nommés. Et là, on a fait quelque chose se basant sur la loi d'orientation d'Edgar Faure, je crois, de l'université à l'époque. On s'en est inspiré. Et on a fait une espèce de grand conseil de 40 personnes dans lequel les professeurs, évidemment, avaient les 2/3, mais les étudiants élisaient directement ou indirectement 10 personnes, qui étaient donc des gens extérieurs.
j'ai fait plus ou moins partie quelquefois de ces gens extérieurs. Et ça changeait tout, parce que si vous additionniez, s'il fallait 21 voix pour être nommé professeur, vous pouviez avoir une majorité avec les représentants des étudiants et tous ceux qui, dans le corps enseignant, voulaient que ça change. Et ça a complètement modifié. Moi, quand je suis devenu directeur en 86, je me suis dit, heureusement qu'on a fait ça. Il y a tellement de gens qui sont là qui ne l'auraient pas été avec l'ancien système et qui vont permettre au conservatoire de rentrer dans la modernité. D'ailleurs, esthétiquement, il était déjà rentré. Le problème, c'était les locaux. Les locaux, ce problème n'a été résolu. Comment voulez-vous monter un opéra si on n'a pas de salle? C'est impossible. La danse était prisonnière d'un pauvre gymnase et il a fallu un bâtiment complet, porte de Pantin, pour pouvoir créer la danse contemporaine, la danse jazz, n'importe quoi de ce genre, qui était indispensable. Alors, je vais beaucoup abréger. Quand je suis devenu directeur, j'étais très triste. Ben oui, parce que je quittais un conservatoire ultramoderne qu'on avait construit à Boulogne, 8 ans avant, en 78, et puis je tombais dans le Moyen-Âge. Je ne vous dis pas l'audiovisuel de la rue de Madrid en 1986, c'est quelque chose qui ferait rire tous les techniciens du son. Alors, je préfère dire en 2 mots que ce qui a pu être possible enfin dans la mise au jour du Conservatoire de musique et de danse s'est fait en 90, au moment du déménagement, et dans les années qui ont suivi avec mes successeurs, évidemment. La danse contemporaine, moi j'ai semé les graines, si vous voulez, en 90. La danse contemporaine, donc un vrai département de danse qui aujourd'hui est très brillant. La formation à la pédagogie avec une classe, et j'ai tenu absolument à ce que le Conservatoire de Paris soit l'établissement où on formait les enseignants, et ça l'est resté, malgré une opposition farouche du ministère de la Culture. On n'était pas du tout dans la même logique. Et puis, aussi deux choses dont je suis finalement assez content, en dehors du fait que, malgré tout, dans cette opération de débarquement, le transfert au port de Pantin s'est plutôt bien passé, quand même, plutôt bien passé, malgré tous les problèmes qu'on a eu avec Christian de Portzamparc, c'est la création du département, parce qu'aujourd'hui ce sont des départements conservatoires et c'est normal, et on a 9 ou 10, des métiers du son. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, parce que c'est un débouché fantastique. Les métiers du son, tout le monde sait ce que c'est. Les Allemands l'avaient depuis longtemps dans les Hochschule, ils l'appelaient Tonmeister. Et puis la dernière chose, et à l'école des Chartes, ici, j'ai plaisir à le dire, c'est que j'ai récupéré la bibliothèque du conservatoire. Parce que tout le monde voulait qu'elle reste à la BN, y compris mon prédécesseur. Et moi, je savais que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas travailler avec des gens sous l'autorité de la BN et d'autres sous l'autorité du directeur du conservatoire, pour faire l'un la conservation et l'autre le prêt. Je savais que ça ne marcherait pas. Donc tout le monde m'a dit ça, y compris les conservateurs eux-mêmes, et donc j'ai dû négocier avec, c'était à l'époque Emmanuel Leroy-Ladurie, pour lui dire, vous savez, vous avez 25 000 exemplaires au conservatoire, certains patrimoniaux dans des conditions de danger d'incendie effroyables. Bon, on n'a pas à débarrasser, nous on n'est pas conservateurs, on est un établissement d'enseignement. Il nous faut une bibliothèque de prête de consultation et une médiathèque audiovisuelle aussi. Alors, il a très bien compris parce que, entre parenthèses, j'avais dit que je préférais avoir 3000, ce qui est rien, 3000 exemplaires documents du conservatoire dont on faisait ce qu'on voulait, que 25 000 dont on n'avait pas l'autorité, qu'on ne pouvait pas faire sortir. Et je savais que de toute façon, l'ABN ne pourrait pas prendre ces 25 000, elle ne savait pas où les mettre. Donc, on a réussi à ce moment-là, grâce à l'arrivée de Catherine Massip, qui était une camarade d'histoire de la musique au département de musique de l'ABN, on a réussi à faire un travail monstrueux, document par document, de savoir ce qui était patrimonial et ce qui était déjà à l'ABN que par le dépôt légal, par exemple, et qui pouvait donc rester en consultation par une convention chez nous. En plus de quoi, bien sûr, on a demandé les crédits pour faire la médiathèque qui existe aujourd'hui, qui porte le nom de Hector Berlioz, puisqu'il a été conservateur au XIXe siècle, et qui est d'une grande richesse et accessible au prêt. Voilà. Je passe sur les détails, mais ça, je suis très fier d'avoir ramené dans le giron historique du conservatoire la bibliothèque et médiathèque,
aujourd'hui, parce qu'elle sert vraiment à tout, n'est-ce pas? Alors, c'est sûr que le Conservatoire de musique et de danse, qui a eu la chance d'avoir bénéficié de ces locaux construits par Porzan Park en 90, auquel je n'ai pas participé, c'est mon prédécesseur Marc Bleus qui a fait tout avec Porzan Park, moi je l'ai installé, ce qui était déjà monstrueux, mais je suis assez content de voir qu'il n'y a pas 30 ans entre aujourd'hui, quand je me balade au CNSM de Paris, j'y retourne de temps en temps faire des choses, et puis l'époque où j'étais enfant, il n'y a pas, je ne sais pas, 30 ans ou 50 ans, il y a 2 siècles, au niveau de la visualisation des choses. Car le conservatoire, sur certains points, est resté celui de l'origine. Pourquoi ? Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, on n'a jamais réussi à apprendre le violon ou la clarinette en groupe. Il y a donc le côté socratique et individuel de l'enseignement instrumental ou vocal à un moment donné. Par contre, toutes les réformes ont eu pour sens profond d'augmenter la culture, d'augmenter toutes les autres disciplines, d'augmenter le collectif, les orchestres, les chorales et tout ça, et bien sûr faire un opéra par exemple, ou collaborer avec les comédiens, toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, l'équilibre est maintenant plus conforme à la réalité, je dirais, de la vie d'aujourd'hui, la réalité artistique d'aujourd'hui. Alors qu'en 1960, lorsque je faisais du solfège ou de l'harmonie, j'avais devant les yeux un conservatoire de Paris qui était assez conforme à son modèle historique, c'est-à-dire construit pour apprendre la clarinette ou le violon ou la percussion à des gens pour les orchestres. Voilà, c'était plus la révolution, mais c'était le même schéma, sans compter le prix de Rome pour savoir écrire vocal, etc., etc. Alors, si vous voulez, il y a un excellent bouquin que je signale que vous avez d'ailleurs mis, je crois, dans la brochure du comité d'histoire que j'ai regardé tout à l'heure, qui est un ouvrage sur Marcel Landowski, où il y a un grand chapitre sur 1968 et tout ce qui s'est passé, mais aussi avant, qui est très très intéressant, qui a été fait par Noémie Lefebvre, que je vous conseille si le détail peu connu finalement de cette époque 68, avec tout ce qu'elle a déclenché, est très très bien décrit dans ce livre où elle a interviewé tous les acteurs de l'époque en fait. Et moi je dirais simplement, si vous voulez, qu'en 68, moi je me souviens de Landowski qui un jour m'avait dit quelque chose qui m'avait surpris. Il m'avait dit, vous savez, quand on a une bonne idée, une idée géniale comme ça, une idée lumineuse, il avait dit une idée lumineuse, à un moment ou à un autre, ça vous retombe sur la tête. Voilà. Alors il était bien placé pour en parler. Et moi je me suis dit, en 68, on ne pouvait pas tout faire, on ne pouvait absolument pas tout faire, on avait des locaux épouvantables, déjà. Bon. Et des professeurs qu'il fallait un peu changer aussi l'esthétique. Eh bien, on a fait quoi? On a mis des bombes à retardement partout, qui ont explosé les unes après les autres, les unes par le directeur qui était resté là, qui a fait un début de très bonnes réformes, notamment ces fameuses classes d'analyse, et puis d'autres n'ont pu exposer qu'avec les nouveaux locaux, et puis d'autres, c'est mes successeurs qui les ont redécouvertes, qui ont fait évacuer le conservatoire, voilà. Et ça a fait un gros boom, et on a créé quelque chose. Ça s'est passé un peu, en disant les choses de façon un peu plaisante, ça s'est passé un peu comme ça. Moi, c'est le sentiment historique que j'ai avec le recul que j'ai maintenant. 68, beaucoup de gens disent, ils sont pour, ils sont contre. Non. C'est pas ça qui s'est passé au Conservatoire de Paris, c'est passé quand il y a eu une prise de conscience, et que cette prise de conscience a forcé tous ceux qui se disaient il faudra peut-être changer, faire des choses importantes, à commencer d'abord à le mettre sur le papier, à dire ça on peut le faire maintenant, ça on peut pas. Mais les gens qui sont arrivés 20 ans avec des locaux et des moyens nouveaux ne l'ont pas oublié. Je tire un trait, vous savez que dans le plan de Landowski, qui est arrivé au même moment, où il voulait 5 conservatoires supérieurs. On en a fait un deuxième en 80 à Lyon. Ça s'est arrêté là. Et dernièrement, j'ai eu à gérer ça quand je suis revenu à Boulogne en 2009. Eh bien, on a créé des pôles supérieurs qui correspondent au L du fameux LMD, n'est-ce pas? Et ils sont 10 en France où on fait de la danse, du théâtre. Et moi, j'ai dû mettre en place le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt avec 2 CNR, n'est-ce pas, 2 conservatoires de région, une école de théâtre, une école de danse, etc. Et ça, c'était quelque chose quand même
certainement très compliqués auxquels Landowski n'aurait pas pensé, il n'était pas si compliqué que ça, mais qui correspondent en partie à son plan. Voilà. Donc les nécessités, si vous voulez, n'ont pas tellement changé, et simplement on est peut-être un pays où on met très longtemps à faire les réformes. On attend qu'elles soient mûres. Et c'est un peu ce qui s'est passé, en simplifiant beaucoup, cher ami, au Conservatoire de Paris. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de lire les livres détaillés. Très bien, merci beaucoup, c'était très, très éclairant. Je propose qu'on passe tout de suite en fait à Mathilde Ferrer et on gardera les questions pour la fin. Enfin, voilà. Oui, quand je suis arrivée à l'école, donc il y avait vraiment un corps enseignant qui était très héritier de l'école de Paris. C'était des abstraits, des artistes qui avaient une certaine reconnaissance, mais qui étaient coupés complètement de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Les nouveaux réalistes, tout ce qui était effervescent de cette époque, ça n'entrait pas à l'école. Même si César, il a été professeur à l'école des Beaux-Arts. Donc c'était vraiment assez éloigné de la vie. Et j'ai présenté donc mon projet au directeur qui, à l'époque, c'était l'ancien gouverneur du Chat. C'était un militaire, gouverneur du Chat, qui était directeur de l'école. La décolonisation arrivait et il fallait vraiment que tous ces gens-là soient situés dans des endroits prestigieux. Donc lui, il était gouverneur du Chat. Très, très gentil. Il m'a dit que l'art, ça allait dépasser, mais qu'il faisait confiance aux gens puisqu'il avait dirigé des militaires pendant très longtemps. Alors, il m'a dit, allez-y. Donc, je suis allée voir les conseillers pédagogiques à l'époque, que c'était un monsieur tout à fait distingué et élégant. Et quand je lui expliquais les projets, je lui dis qu'il fallait ouvrir l'école à l'extérieur, faire venir de l'étranger, etc. Il m'a dit, Madame, l'école, c'est une dame aristocratique qui n'a besoin des conseils de personne. Voilà. C'est donc pour vous dire la mentalité que j'étais à l'école à cette époque-là. Les professeurs, donc, pour dire, la première chose que j'ai pensé, c'était qu'il fallait vraiment l'ouvrir et faire venir des gens de l'extérieur. Mais on n'avait pas les moyens. Donc, j'ai réussi à avoir un appareil de photo et on a commencé les premières vidéos, la première caméra vidéo énormément lourde, terrible, etc. Et je faisais moi-même les photos dans les musées, dans les galeries. Et je les faisais à l'heure de déjeuner, je les projetais et on les commentait à des étudiants. Donc c'était tout à fait artisanal et pas du tout dans la structure à l'intérieur de l'école, tout à fait marginal, mais qui existait légalement à l'école. Petit à petit, ça marchait très bien, mais on n'avait pas de documents. Parce que la bibliothèque, qui était très importante, il était basé sur l'architecture et sur le passé. Et quand je demandais un livre sur Kossuth au Ginapan, ils m'ont dit qu'est-ce que c'était et ils m'ont montré les dernières acquisitions. Entre autres, il avait l'oiseau dans les timbres-poste. Bon, donc, alors là, vraiment, j'ai tombé du ciel et on a voulu faire un lieu d'actualité. J'ai eu une chance énorme. L'Institut de l'environnement a cessé de fonctionner. Et les documentalistes, un parti documentaliste qui était à ce lieu-là, ils sont venus à l'école. Et quand on a posé des projets, ils ont adhéré. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe absolument extraordinairement qui a tout de suite compris. Et avec elle, on a fait ce qui s'appelait la salle d'actualité, dans laquelle on ne garde pas les choses. Il y avait des revues, il y avait des dossiers sur tous les événements artistiques, il y avait tout ce qui était l'actualité à l'extérieur de l'école, les mouvements, la question sociale, tous les expos, etc. Mais nous, on n'avait pas les droits d'acheter des livres. Donc, il était uniquement un lieu de passage et c'était petit, mais ça marchait très, très, très bien. Donc, petit à petit, on a eu plus d'argent. Et comme on a créé avec l'équipe documentaliste une médiathèque, on l'appelle comme ça, dans laquelle, en collaboration avec l'autre partie, que c'était toutes les conférences, tous les débats. Il faut dire qu'un des premiers artistes que j'avais invité pour faire une présentation de son travail, c'était Boltanski, et le conseil pédagogique, il m'a fait une séance dans laquelle il m'a menacé de me renvoyer parce que j'amenais les élèves au suicide.
en amenant Boltanski à l'école, pour vous dire que vraiment les climats. Mais à la fois, c'était des gens qui ne sont jamais opposés franchement. Si vous voulez, ils ne comprenaient pas, etc. Mais ils étaient quand même collaborateurs dans le sens de la passivité, ils me laissaient faire. Sur les coups, donc, dans la salle des séminaires, on a commencé à faire des séminaires de plus en plus importants. On a fait le premier séminaire sur l'art-féminisme, on a fait sur l'environnement, on a fait sur tous les mouvements sociaux et politiques, esthétiques de l'extérieur. Et on a fait comme la salle d'actualité dans laquelle on a suivi vraiment tous les mouvements intellectuels, esthétiques qu'on pouvait. C'est-à-dire, on a créé de nouveaux champs de recherche sur le féminisme, le postcolonialisme, la sociologie dans l'art, l'anthropologie, etc. Et ça s'accompagnait à une ouverture, parce qu'on s'occupait aussi des cours théoriques, une ouverture vers les cours théoriques, puisqu'ils n'avaient jamais eu de cours d'art japonais ou d'art chinois ou d'art africain. C'était vraiment les seuls pays étrangers, c'était la Grèce, imaginez-vous. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez bizarre. Donc, on s'occupait d'ajouter aux cours théoriques existants des champs beaucoup grands et divers. On a créé, donc, qu'il avait les conférences, les débats, les séminaires, les rencontres avec les artistes de passage, et après, il avait la salle d'actualité, qui est devenue médiathèque, dans laquelle il y avait vraiment la vidéo, les films, et même la bande dessinée, les recherches féministes, queer, postcoloniales, tout, enfin, psychanalyse, sociologie, etc. Tout ce qui nous donnait, me faisait penser nécessaire pour l'évolution des artistes. Parce que moi, personnellement, je n'avais rien à transmettre aux élèves. C'est ce que j'avais, c'est leur donner des capacités de jugement pour se situer par rapport au monde dans lequel ils vivaient. Transmission, je ne sais pas. C'était vraiment les donner les éléments de jugement, qu'ils puissent se situer vis-à-vis des mouvements esthétiques, sociaux, politiques, environnementaux, tout ce qui permet la création et la formation d'un citoyen. Et qui, en plus, s'il est artiste, tant mieux, il est plus créateur. Mais je crois que la création, c'est un champ que c'était difficile à transmettre. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et on peut éduquer, on peut tout faire, mais on avait une discussion justement, qu'est-ce que c'est mieux des bons pédagogues dans les écoles d'art ou des artistes. Moi, je crois que le mieux, c'est des bons artistes. La meilleure pédagogie, c'est les bons artistes. Ils peuvent, dans une demi-heure, faire ce qu'un bon pédagogue ne fait pas dans des années. Donc, je crois que l'intérêt de l'école, c'est de se rénover avec des artistes qui vivaient son époque et son temps. C'est ce que nous avons essayé de faire avec les artistes invités. On a créé le département d'artistes invités. On a invité des artistes de toutes les nationalités et surtout qui faisaient des pratiques qui n'étaient pas enseignées à l'école à ce moment-là. Ce qui était très intéressant parce que ça coupait les rythmes monotones des années de scolarité et obligeait aux élèves à foncer sur une pratique ou une question qui allait durer 3 mois ou 6 mois et qu'après ça partait. On a créé l'unité des stages parce que les élèves puissent travailler à faire des stages avec des artistes, mais aussi avec des nouvelles technologies, avec tout ce qui n'était pas enseigné à l'école. Essayer qu'ils fassent des stages dans des pratiques très différentes, de façon qu'ils s'enrichissent à l'extérieur et qui forcent l'école à évoluer. Parce que c'était ça, l'effet de rentrer tellement de gens. Et on a créé les échanges Erasmus. Et ça a été, les élèves ont eu des expériences académiques très, très différentes. Donc, et le cinéma expérimental, qu'à l'école n'existait pas, les projections. On a créé les livres de l'étudiant, les résidences artistes. Donc, tout ce qui était leur donner la possibilité de pratiquer des choses qui à l'école n'étaient pas possibles. Et surtout, leur demander, leur donner la possibilité des professeurs et artistes nouveaux être plus exigeantes de façon d'échanger
l'enseignement à l'école, les professeurs, parce que les conseils pédagogiques à l'époque, c'était complètement, d'abord les sélections des élèves. La sélection des élèves, c'était un petit comité, les professeurs uniquement. Alors on a demandé que l'admission soit avec des gens extérieurs à l'école aussi, et des élèves, des anciens élèves de l'école. Donc ça a changé beaucoup. Les cursus, c'était un cursus d'un côté. C'était merveilleux parce qu'il avait une liberté absolue, une espèce d'anarchie. Les cursus, chaque élève se le faisait à sa manière. Il se passait les unités de valeur ou il ne les passait pas. Il se passait les diplômes ou il ne les passait pas. Il se passait des années à l'école. Mais ça alourdissait aussi l'école, avec vraiment une pratique très paralysante. Donc, à partir d'un moment donné, le cursus, il a été beaucoup plus structuré. Des années limitées, des unités de valeur à passer. Les techniques de tapisserie, de mosaïques, de gravure, médailles, etc., pierres fines, qui étaient considérées comme nécessaires par la formation des artistes, ça a été un tout petit peu, petit à petit, éliminé, comme considéré comme un peu artisanal. Peut-être on les aura conservés, maintenant ça aura été une renaissance, mais à l'époque, c'est considéré comme un petit peu n'ayant rien à voir avec les techniques, la création, disons. Donc, que l'enseignement a changé, les moyens, l'admission aussi. À partir du moment, l'exigence, ça a été, ils ont voulu mettre les bacs obligatoires. Moi, je suis contre. J'ai lutté beaucoup pour qu'il ne soit pas obligatoire, les bacs. Mais les échanges Erasmus et les exigences européennes, ils ont fait que chaque fois, ça devenait des besoins universitaires. Pour arriver à avoir l'égalité, les échanges Erasmus avec des autres écoles étrangères, il fallait avoir des degrés, des niveaux qui étaient très exigeants. Donc, les étudiants, ils sont devenus de plus en plus, disons, de la filière universitaire ou déjà avec les bacs. Ce qui a fait que le profil d'étudiant, il a beaucoup changé à l'école. Mais aussi, l'enseignement s'est beaucoup enrichi. Il a eu, à partir de ce moment-là, des cours théoriques beaucoup plus riches, beaucoup plus variés, variant chaque année, touchant toutes les diverses catégories des problématiques intellectuelles, esthétiques, sociales et politiques qu'il y avait dans le monde. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on a beaucoup gagné. Mais à la fois, c'est devenu très, très, très universitaire. Et aujourd'hui, je pense, quand je suis partie de l'école, les dernières années, j'ai pensé qu'il fallait vraiment tout changer, mais vraiment renouveler l'ensemble des systèmes de fonctionnement d'une école de beaux-arts. Je continue à le penser aujourd'hui, mais je suis éloignée de ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question de la fiabilité pour la création de l'enseignement qu'aujourd'hui se donne dans les écoles d'art. Enfin, je pourrais aussi parler beaucoup de choses qu'on a fait, qu'on a fait à l'époque, mais je crois que ça suffit. Je vois si bon, je crois que c'est à peu près tout. C'est ce que, en réalité, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai eu vraiment un appui très très fort. J'ai eu une énorme chance d'avoir une équipe de gens qui ont été absolument, complètement dévoués. Ils avaient des connaissances des bibliothèques que je n'avais pas. Et ça c'est très important, on a refait toute l'indexation des livres. C'est-à-dire qu'on est parti, avec cette équipe compétente, on est parti des réels besoins des élèves. Comme un élève d'école de beaux-arts cherche son information, il ne la cherchait pas comme un universitaire. Il fallait trouver les mots, il fallait trouver les systèmes qui les facilitera la pratique de la recherche et qui à la fois ça corresponde à ses besoins et personnels et sociaux. Et je crois que ça, je n'aurais jamais pu le faire toute seule parce que j'étais complètement béotienne en documentation. Je ne connais pas grand-chose, je ne connais pas beaucoup plus maintenant, mais quand même. Donc, je veux dire, ça a été un point très, très important. La documentation et l'accueil de chaque élève quand il venait dans ce lieu-là. Il ne partait jamais sans une solution
à un problème qu'ils posaient. Sinon, on ne pouvait pas les répondre, on l'a renvoyé à des institutions, professeurs, aux questionnements qui pouvaient les répondre. Je crois que la médiathèque a joué un rôle fondamental dans la formation. Mais aussi, de mon expérience, c'est qu'il faut faire attention parce que les élèves, aujourd'hui, sa plus grande information, c'est les catalogues. Et les catalogues des 10 dernières années. Et déjà, c'était vrai quand je suis partie de l'école. C'est-à-dire que s'il n'y a pas à côté, et c'est pour ça que l'enseignement de l'école, je crois, a évolué pas mal. Parce que le rôle des professeurs, c'est vraiment les faire analyser en profondeur les choses. Parce que l'information, ils sont absolument pleins d'informations de tous les côtés. Et finalement, il y a un danger de qu'ils restent toujours dans ça. Et j'ai fait un exemple avec la pratique féministe, par exemple. Hein. Comment en France, quand on a commencé, nous, à faire vraiment un sérieux travail sur cela, naturellement, les étudiants, au bout d'un certain temps, te faisaient vraiment copie conforme des images ou des formes mais sans avoir approfondir parce qu'il n'y avait aucun enseignement à l'école qui les permettait d'analyser. Et ça, c'était peut-être le rôle des professeurs, vraiment reprendre. Je me rappelle que les professeurs de l'époque, en face d'une élève femme qui faisait une image d'une femme avec un soutien-gorge ou une porte-jarretière, etc., pour elle, c'était l'identification avec les corps des femmes et on pouvait imaginer que c'était une critique, mais en réalité, c'était simplement une copie des formes. Les professeurs, ils étaient complètement démunis. Ils m'appelaient au secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut parler de ça? Parce qu'il n'y avait ni mots, ni culture pour l'apprendre. Je crois que je peux finir, je crois. Très bien, merci Mathilde Ferrat. Je donne la parole pour le second tour à Catherine Salvia, le second tour mai 68. Vous étiez Je crois qu'on est trop long, hein, là. Oui. Non? Non, mais... Oui, comme dit Tchekhov, la brièveté est sœur du talent. Mais bon. Mais 68, moi, c'est surtout école d'humanité. Moi, c'était très rigolo, mais 68. Tout d'un coup, c'est la révolution. Tout d'un coup, on dit, les copains nous disent, on passe pas l'examen. Je dis, mais pourquoi tu m'interdis de passer mon examen? Tu me laisses passer, et puis c'est tout. Ou par exemple, des copains qui montent sur les tables en disant, ah bah, le théâtre bourgeois, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est même ces mêmes copains, parce que donc le concours du conservatoire, on avait un concours du conservatoire où il y avait tous les gens venaient nous voir et puis les metteurs en scène faisaient un peu leur marché pour voir les comédiens. Alors supprimé, bien sûr, bourgeois, supprimé, bon d'accord, bon très bien. Et la Comédie Française fait un petit examen pour recruter chez eux. Et ben c'est même le théâtre bourgeois, ils s'étaient inscrits là, c'est extraordinaire. Enfin, école d'humanité, voilà, très drôle. Et puis surtout pauvre patte Pierre-Aimé Touchard qu'on avait enfermé dans son bureau. Voilà, donc ridicule, grotesque. Moi, la période de 68 pour moi, c'était très rigolo parce que je prenais mon Solex et puis il y avait plus d'essence, alors on remontait le moteur et on se baladait dans toutes les rues, voilà. Mais c'était très rigolo parce que de voir l'école. Puis rien n'a changé finalement. C'est totalement, il y en avait qui étaient totalement ridicules. La réunionnite là, oh non, où est-ce qu'on va là? Bah tiens, ça va être plus marrant là. Mais voilà, pour moi c'était rigolo. On avait 20 ans, c'était marrant. Voilà. Merci beaucoup pour ces différentes approches, mais j'aimerais qu'on puisse prolonger avec quelques questions et puis pour nourrir un peu aussi le débat. Moi, j'avais une première question, c'était en fait sur la question de la mixité dans ces différentes écoles.
je dirais, dans les années. Alors, je sais qu'au conservatoire, c'était mixte, bien sûr, mais qu'en était-il finalement, puisqu'on sait que c'était un des éléments déclencheurs de 68, hein, la question de l'empêchement, voilà, de la manière dont on surveillait les relations entre les garçons et les filles à l'université. Et voilà, donc, est-ce que du coup, cette mixité, c'était une mixité qui était aussi présente dans ces écoles? Qu'en était-il de la mixité ou de l'absence de mixité dans le corps enseignant? Alors je sais que les réponses sont différentes selon les trois établissements. Donc c'était peut-être juste pour vous poser un peu plus de questions là-dessus. Je crois que ça peut aller assez vite pour la musique. La musique est universelle. Tout le monde, tout bon musicien sait lire un code qui est le même dans le monde entier. Donc c'est quand même un avantage qu'on a. Quant à la question des sexes, alors, oui, effectivement, il y a eu des endroits dans la société musicale parisienne, pour ne pas la nommer, où il y a eu des résistances masculines. L'orchestre de l'opéra est célèbre pour ça. Et puis, jusqu'au moment où on a fait, paraît-il, des concours derrière un rideau, et où des dames sont arrivées avec des grosses chaussures. Voilà, et donc le jury a été trompé. Donc, depuis, il y a eu... Enfin, ça, c'est rigolo. Alors, pour le conservatoire, quand je suis rentré, que je voyais l'orchestre fonctionner avant 68, je précise, hein, j'allais voir l'orchestre. Il y avait une de mes très bonnes copines qui était à la percussion, qui est allée ensuite au philharmonique. Il commençait à y avoir des femmes dans les cuivres. Il y avait une majorité de femmes dans les cordes. Il y a toujours. Dans les flûtes. Enfin bon. Donc, franchement, alors oui, peut-être les compositeurs, c'est un autre problème. Les auteurs, c'est peut-être un autre problème. Mais les chefs d'orchestre, c'est encore un débat, ça. Mais bon, c'est peut-être lié aussi aux conditions de l'exercice. Pas la composition, maintenant c'est complètement... Il y a autant de filles que de garçons, venus d'ailleurs du monde entier. Vous savez pas, depuis... Non, je crois que ce n'est pas vraiment un problème. L'autre problème de mixité, si je peux me permettre, c'est celui que j'ai effleuré tout à l'heure trop vite. C'est, à l'époque, le Conservatoire de Paris, on lui reprochait d'être le conservatoire municipal du 8e arrondissement et des environs. Une question de mixité sociale. Non, oui, d'une part, et de mixité d'âge. Car un des grands problèmes pour arriver au niveau actuel du LMD, c'est qu'on partait d'une situation, en 68 même, qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants ont occupé le conservatoire pendant 1 mois et demi, mais pas les mineurs. Ce n'était pas question que les mineurs restent occupés le conservatoire. Donc déjà 300 qui sont partis, à peu près. 25-30% étaient mineurs, moins 21 ans à l'époque. Et je me souviens de mon ami Renaud Gagneux, disparu il y a peu, qui était le représentant de l'UNEF. On s'envoyait des choses pas gentilles à la tête à l'époque. Et lui a dit « Ah, je peux enfin occuper le conservatoire, je viens d'avoir 21 ans. » Et alors, il y avait donc ceux qui faisaient marcher la boutique, y compris la cantine, qui n'a jamais été aussi bonne. Il y avait vraiment il y avait des saints, vraiment, dans ceux qui faisaient ça, qui allaient à 4 heures du matin au hall. Et puis, il y avait une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle qui, du jour au lendemain, n'a plus eu de cours. C'était les gens qui habitaient les régions, les provinciaux, n'est-ce pas? Ils sont repartis chez eux. Ils pouvaient au moins travailler leur instrument. Et ils sont revenus quoi? Mais ils sont revenus quand on leur a dit de revenir pour voter, pour lever la grève. C'est tout. Entre les deux tours du raz-de-marée gaulliste, vous savez, fin juin 68. Bon. Alors, ceux-là n'ont pas participé, mais ils en ont profité après des réformes. Voilà. Donc, il y avait 3 catégories, et en fait, il n'y en avait qu'une qui faisait fonctionner le conservatoire avec les professeurs qui étaient restés. Voilà. Donc ça, c'était une mixité peut-être différente, mais j'ai jamais senti, pour ma part, sauf cette mauvaise habitude qu'on avait, tirée de l'histoire, j'appelais encore, quand j'avais 20 ans, tous mes professeurs maîtres. Et pour les dames, je ne savais pas quoi faire. Voilà, j'étais très embêté. Mais il y avait des enseignants, des enseignantes en composition, par exemple? Alors, il n'y avait pas d'enseignante en composition, il y avait que 2 professeurs de composition. Alors, il y avait Tony Aubin, Darius Milhaud, Olivier Messiaen, André Jolivet. Bon, voilà, Mais, par exemple, on a eu Betsy Gelas, qui est venue très vite professeur au conservatoire. Non, on a eu des personnalités. Et alors, dans beaucoup de disciplines, la mixité... C'est pas du tout une question qui, pour moi, s'est posée au conservatoire. Je ne l'ai jamais ressenti personnellement dans les concours. C'était le meilleur qu'on prenait. On ne s'est jamais tellement posé la question de savoir ces histoires de mixité dans la musique.
un orchestre, on voit comment sonnent les pupitres, on ne se demande pas combien il y a d'hommes et de femmes par pupitre. D'accord. Je ne sais pas si Catherine Salviard, Mathilde Ferrer, vous souhaitez... Le micro, s'il vous plaît. Quand je rentre à l'école, il y avait 2 autres professeurs femmes et moi-même 3. Oui. Et le reste, c'était des hommes, ce n'est pas le cas maintenant. Entre les étudiants, il y avait vraiment à peu près égal. Maintenant, c'est une énorme majorité de femmes artistes. La seule chose, c'est que tu ne les voyais pas. Il avait beaucoup d'élèves femmes, mais je crois que c'était équilibré à peu près. Mais tu ne les retrouvais vraiment pas ni dans les listes d'artistes réussis, ni dans les galeries. Si tu allais dans les musées, tu ne trouvais pas de femmes artistes, la quantité proportionnelle. Et là, c'était un vrai problème parce qu'il se trouvait avec un enseignement qui était complètement donné pour les hommes. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais à un jury de diplôme et une fille, elle avait fait des suffragettes anglaises, des grands portraits de suffragettes anglaises. Alors, à l'époque, les jurys, c'était uniquement des professeurs. Ils étaient complètement paumés. Ils disaient, ce n'est pas un sujet. J'ai essayé de s'expliquer l'implication politique, sociale, d'identification, etc. Rien ne marchait. Ils se trouvaient complètement aveugles. Jusqu'à j'ai eu une idée lumineuse. Je lui ai dit, mais c'est exactement ce que Warhol il a fait avec les grandes personnalités de son époque. Ah! Elle a eu les félicitations des jurys. Voilà, donc si vous voulez, le problème fondamental, c'était vraiment intégré à la mentalité de l'école, vraiment l'évolution du monde. Autrement, et mon souci majeur, c'était vraiment de les expliquer aux filles élèves qu'il ne fallait pas devenir la sécurité sociale de son mari. Parce que c'était ça. Il s'est marié avec des hommes. Ils devenaient secrétaires ou assistantes ou n'importe quoi, et l'autre continuait sa carrière artistique. Donc, de ce côté-là, je crois que les problèmes de genre étaient vraiment très forts à l'école. Malheureusement, j'ai toujours essayé de les prévenir de ces dangers terribles. La maternité d'un côté, il s'est marié à devenir la sécurité sociale de son mari. Et après, pour la mixité sociale, à l'époque, j'avais lu une enquête qui avait été faite et pratiquement, il avait une majorité qui venait d'une classe sociale bourgeoise, profession libérale, etc. Il avait après quelques fonctionnaires, beaucoup peut-être fonctionnaires, et après, ça descendait à très peu pour tout ce qui était le monde ouvrier, 3 ou 4%. D'accord. Et non, nous c'était, on avait besoin de répliques. Alors, hommes-femmes, c'est la mixité, on la voit, vous faisiez allusion à entrée des artistes, on la voit des entrées des artistes. Et dans les enseignants? Oui, il y avait des femmes, oui, des femmes-hommes, c'est pas un problème. Oui, d'accord. Oui. Alors, est-ce que encore une question, 2 questions, avant qu'on aille partager un petit buffet qui a été préparé, si vous le souhaitez, bien sûr. Pas d'autres? Oui, tu as une question, Stéphanie. Oui, parce que tu n'as pas posé de question. Bonjour, je voulais vous demander de préciser des aspects par rapport à la mobilité et au rapport avec l'étranger, parce que par exemple, on sait qu'en cinéma, il y a un réseau international d'écoles de cinéma qui s'est créé dès le milieu des années 60. Je voulais savoir ce qu'il en était pour les établissements dans lesquels vous avez opéré. Et puis aussi interroger la mobilité des étudiants à l'étranger et comment, par exemple, ça a pu influencer la manière dont les enseignements ont pu être réformés ou en tout cas renouvelés par la suite. Oui, pour le conservatoire, j'ai dit que c'était nul en 68, le côté international, donc je pars de zéro. Quand j'étais directeur en 88, je me souviens d'une séance du conseil d'administration présidée par un très bon président qui était Raphaël Hadas-Lebel, qui est resté 20 ans, conseiller d'État, et on s'était posé le problème. Et je me souviens d'un numéro incroyable dans lequel je demandais, à l'époque c'était en francs, n'est-ce pas, je demandais 30 000 francs au lieu de 3 000. C'était rien par rapport au budget du Conservatoire de Paris, j'aime mieux vous le dire. Bon, c'était 0,0%, je ne sais pas combien. Et le contrôleur financier était là, ça c'est bien français, est arrivé, ça fait 900% d'augmentation. Alors oui, et moi on s'est souvenu tous de la phrase de Malraux que 10 fois un sou, ça fait que 10 sous.
Enfin, je crois que c'est lui qui a dit ça, il me semble. Alors, ça, c'était en 88. On essayait de commencer à faire des échanges. Il n'y avait pas encore Erasmus. Ça commençait tout juste, je crois. Et alors, après ça, mes successeurs sont rentrés dans Erasmus, bien évidemment, ce qui a beaucoup organisé des choses qui se passaient un peu comme ça à la bonne franquette avant, par des invitations et des masterclass. Et évidemment, à la Villette, à la porte de Pantin, là, il y a eu tout un service qui s'occupe de ça. Le conservatoire fait énormément d'échanges. Les élèves viennent par Erasmus ou par d'autres moyens pour d'autres continents, parce que la musique, encore une fois, n'est pas dépendante d'Erasmus, elle est universelle. Et c'est d'ailleurs une espèce d'idée lumineuse qui vous retombe dessus, par l'ouverture et la mobilité. Elle se fait dans tous les sens, la mobilité, ce qui fait que comme on a décidé qu'il n'y aurait pas de place réservée aux étrangers, parce qu'on ne peut plus réglementairement le faire, eh bien on se retrouve avec des concours d'entrée dans lesquels vous n'avez 90% de non-français et qui sont candidats et qui rentrent parce qu'ils jouent très bien. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour l'institution quand même qui dépend d'un pays précis et qui est payé par les... Enfin, on peut se poser cette question. Ça, les grandes écoles, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les acteurs, ça me paraît plus difficile, mais pour les danseurs, ça existe un peu aussi, ça existe surtout pour les musiciens instrumentistes. Et là, c'est un vrai problème de mobilité dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément aussi bien outillé que certains autres pays lointains pour ce genre de problème en France. Mais c'est un problème assez général. En tout cas, le Conservatoire de Paris a tellement explosé au niveau de la mobilité internationale, ce qui est normal, puisqu'encore une fois, la musique est internationale, que... on se retrouve un peu pris à notre propre piège et que finalement, si on fait le compte des élèves, la proportion d'élèves nationaux qui sont au CNSM de Paris, je ne la demanderai pas à mon successeur, vous lui demanderez vous-même. Oui, pour terminer sur cette question, oui. Le micro, s'il vous plaît. Les échanges Erasmus, il a beaucoup apporté. Et après, ça s'est allé. L'école de Paris, elle a été toujours très généreuse avec les étudiants pour partir dans des voyages d'abord d'atelier ensemble et après dans des échanges individuels. Et ça s'est allé à pratiquement le monde entier, c'est-à-dire qu'ils vont au Vietnam, en Thaïlande ou en Australie. Et en plus des échanges Erasmus, et ça c'était une pratique. Par contre, la plus grande difficulté que moi personnellement j'ai eue quand j'ai monté les échanges Erasmus en route, c'était que les enseignants. Autant les Anglais, les Espagnols, les Allemands, ils étaient tout à fait d'accord pour venir à Paris. Autant j'avais beaucoup de difficultés que les professeurs de Paris partent à l'étranger. Ça, c'était le plus grand problème. Et c'est dommage parce que ça manquait cette expérience vraiment. Et je ne sais pas, vous avez posé des questions. Quelle était l'autre question ? Éventuellement, l'influence de ces voyages à l'étranger sur le fait de faire bouger la pratique. Ça a été que d'abord, il a eu une variété d'élèves étrangers plus grande qu'avant. Il y avait des Américains, de l'Afrique qui venaient à la collaboration, mais au moment de l'examen d'admission, il y avait relativement peu d'étudiants qui venaient des grandes écoles internationales à l'école. Et après, avec les échanges, ça a facilité les désirs des autres grandes écoles de venir un séjour à Paris. Et de la même raison, les élèves qui partaient, ils venaient, ils avaient connu des autres méthodes d'enseignement et ils s'imposaient ou ils se demandaient ou ils étaient pas exigeants de façon négative, mais beaucoup plus apporteurs des initiatives dans les ateliers. Je propose que donc du coup on clôture, si vous voulez bien, enfin cette journée d'études en remerciant à nouveau l'ensemble des intervenants. Stéphanie Louis et Louis Paris qui ont donc été les véritables co-organisateurs de cette journée, les vrais organisateurs, et en remerciant à nouveau les intervenants de notre dernière table ronde. Merci à toutes et à tous.